Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Je vous redis bonjour. Thierry Breton, on est dans un moment où il faut un Premier ministre à la France, et je dirais qu'il faut un Premier ministre aux finances et au budget de la France pour essayer de donner une direction. Quel homme nous faut-il et surtout quelle politique économique ? D'abord, comme vous le savez, hier a été adopté par le Conseil des ministres. Je crois avoir compris que c'était le dernier du gouvernement Barnier, c'est ce qui a été dit. Cette loi spéciale en 3 points qui donne désormais le pouvoir à l'État lorsqu'elle sera appliquée. Donc, il fallait que ce soit avant la fin de cette année. Donc, le pouvoir de lever l'impôt. Le pouvoir de lever l'impôt, le pouvoir de payer les fonctionnaires, le pouvoir de payer ses contributions aussi pour les collectivités, mais aussi pour l'Europe. Et donc c'était nécessaire. Donc il faut le redire. Il n'y aura pas pardon de cet anglicisme de shutdown à l'américaine. L'État va continuer. Ça fait pas une politique, ça. Mais ça fait pas une politique. Et évidemment, les marchés nous regardent. Ils ont été assez cléments jusqu'à ce jour, parce que c'est intéressant du reste de lire. Vous savez que les agences de notation notent, et la dernière, Standard & Poor's, n'a pas modifié, malgré ces incertitudes dans lesquelles nous sommes maintenant depuis 1 an, il faut dire les choses comme elles sont, n'a pas modifié son appréciation sur la dette de la France, en invoquant 3 raisons: appartenance à l'euro, appartenance à l'Europe et épargne abondante en France. Mais enfin, ça ne durera pas éternellement. Donc oui, il faut maintenant aller vite, bien entendu. Si jamais l'État, le gouvernement, surtout retrouvait des marges de manœuvre politiques, où sont les économies dont tout le monde parle et que personne ne veut faire? Les économistes consultés, même ceux qui pensent un peu au centre-gauche, confessent que réduire les dépenses sociales ne serait pas une mauvaise idée. Mais bien entendu, écoutez, David Abiker, on va avoir cette année, on verra, mais enfin, compte tenu du fait qu'il faut dire les choses comme elles sont, on en sera au 4e Premier ministre, donc on l'espère ce soir. Donc la France a quand même été plus ou moins, en ce qui concerne les réformes dont vous parlez, à l'arrêt. Le manque de visibilité aussi que ça induit pour les entreprises, pour les agents économiques. On le voit du reste avec les répercussions aujourd'hui sur le fait que l'investissement est à l'arrêt. Il commence à y avoir évidemment des conséquences immédiates sur l'emploi, et il faut s'attendre à une vague de restructuration sans doute importante. La France est à l'arrêt, il faut qu'elle se remette au travail en ce qui concerne ces réformes, et la conséquence, c'est plus de 6% de déficit. Je rappelle pour nos auditeurs ce matin que 6% de déficit, c'est pas une masse à faire, c'est 180 milliards d'euros qui vont dans la dette en plus. Si l'année prochaine on est encore à 5 ou 6%, c'est 180 milliards de plus. Donc oui, on peut plus continuer comme ça, et le gros de ces dépenses, bien entendu, c'est revoir à la fois, évidemment, la protection sociale auquel nous sommes très attachés, donc il faut la maintenir, mais voir comment tout ça fonctionne, parce qu'on sait que c'est là où, effectivement, il y a sans doute des gisements du travailler mieux. Thierry Breton, on va parler de la Syrie et surtout de l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Syrie. Libération, pour citer Libération ce matin, se désole de l'attitude très conservatrice de certains États européens qui, dès que le régime de Bachar al-Assad est tombé, ont décidé d'envisager évidemment de fermer l'accueil aux réfugiés syriens et éventuellement de renvoyer les demandeurs d'asile. Quelle est votre idée là-dessus ? Non, mais d'abord, à juste titre, les États européens, dans leur totalité, se sont réjouis de la chute de Bachar al-Assad. C'est quand même celui qu'on a appelé, hélas, à juste titre, le boucher de Bagdad. Enfin, et quand on voit, David Abiker, les images qui nous reviennent en ce moment de ce qui s'est passé, de ce qui se passait, de ce qu'on a découvert, hélas, sans trop de surprise, hélas, dans les prisons de Bachar, oui, il faut se réjouir du fait qu'il n'est plus là. Maintenant, on va voir évidemment par quoi tout ça est remplacé. Le nouvel homme fort de Bagdad, on commence à essayer de comprendre ce qu'il va vouloir faire. Les émissaires, en particulier de certains pays, sont en route pour le Moyen-Orient pour commencer à discuter avec lui. Mais il faut là aussi avoir évidemment une approche globalisée en Europe. Et vous avez raison, nous avons aujourd'hui en Europe à peu près 1 million de migrants qui viennent de Syrie. On se souvient de la main tendue de Angela Merkel lorsqu'elle avait accueilli elle-même 720 000 migrants syriens sur le territoire allemand. Elle avait bien fait.
Mais c'était nécessaire, oui. Mais la question, c'est ensuite toujours l'intégration. Et l'intégration pose question, il faut le dire, en Allemagne, c'est une évidence. Il y a d'autres pays, comme l'Autriche en particulier, qui a 100 000 migrants syriens. Donc ces pays-là, évidemment, se posent la question du retour. D'abord parce que les femmes, les hommes, les enfants qui sont là, qui ont fui le régime de Bachar el-Assad, pour beaucoup d'entre eux, il faut sans doute s'en réjouir, ont envie de retourner chez eux, et c'est bien compréhensible. Maintenant, retourner chez eux pour trouver quoi? Et c'est là, il y a une interrogation. Je vous citais Jean Quatremer implicitement tout à l'heure dans Libération, c'est la question qu'il pose au fond. Est-ce que c'est trop tôt pour le faire? Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Alors l'Autrichien, on sait qu'en Autriche, on a un régime qui est très à droite. Président qui a même des couleurs même d'extrême droite. On sait que là, il y a une volonté vraiment d'inciter tout le monde à partir et puis advienne que pourra. D'autres sont plus raisonnés, évidemment, en disant mais il faut peut-être attendre, voir ce qui se passe. Donc cette espèce d'attentisme, c'est ça ce qui se traduit aujourd'hui. Alors une réunion, et je m'en réjouis, a été convoquée lundi par la nouvelle représentante Kaja Kallas de l'Union européenne. Je rappelle que c'est elle qui est habilitée à parler. Il faut vraiment laisser la parole à ceux qui sont habilités. C'est pas la Commission, c'est vraiment le représentant qui parle sur ces questions. Elle est mandatée par les États membres, avec le président évidemment du Conseil maintenant européen, donc qui est Antonio Costa. Ils vont se réunir donc lundi matin. Les 27 donc ministres vont, j'espère, prendre une position commune, c'est important pour nous. Puis il y a d'autres questions, il y a évidemment les questions de la migration qui vient dans l'autre sens. Il y avait encore des migrants qui quittaient la Syrie de Bachar. Et puis il y en aura encore, parce que donc ceux qui étaient proches du régime, voilà. Ou ceux qui... Bon, et donc là, les ministres... Il faut les accueillir ou pas? Donc là, les ministres de l'Intérieur, c'est à leurs mains, de l'Union se réunissent ce matin, donc j'espère qu'ils vont avoir une posture qui sera une posture globalisée, unifiée. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas illégitime d'attendre, de voir ce qui va se passer. Thierry Breton, le président de la République, est en Pologne. Il va parler d'un autre conflit, sans doute avec son homologue polonais. C'est le conflit en Ukraine. Est-ce que les choses doivent bouger? Est-ce qu'on va vers la paix ou est-ce qu'on va vers la confirmation du soutien à Zelensky? Comment devinez-vous l'année qui vient? D'abord, le président de la République est en Pologne pour 3 raisons, si vous permettez, ça va faire peut-être une transition avec ce que l'on dit. On a d'abord une Russie qui est affaiblie, hein, cet effondrement assez inédit et très rapide, enfin... en tout cas dans les faits, de Bachar el-Assad, montre, je dirais, c'est très important, un affaiblissement de la Russie. On sait qu'elle se bat pour garder ses 2 bases maritimes et aériennes en Syrie, mais c'est évidemment l'échec de la politique de la Russie au Moyen-Orient. Par parenthèse, j'ouvre juste une petite parenthèse avant de répondre à votre question. À bon entendeur, salut. Quand on voit que la Russie vient défendre des autocrates, il y en a un certain nombre, ou des régimes qui sont des régimes militaires, on le voit en particulier en Afrique, il ferait bien d'y réfléchir à 2 fois en regardant comment la Russie soutient, in fine, ceux qu'elle vient défendre ou protéger. Je ferme la parenthèse, mais ça vaut la peine de se poser la question. Maintenant, la conséquence, c'est qu'évidemment, on a une Russie qui est plus affaiblie, et vous avez vu Donald Trump, qui est déjà dans une action diplomatique. Hein. On l'a vu dès samedi, à l'occasion de la rencontre qui s'est produite avec Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Il a annoncé vraiment la couleur. C'est pas une surprise. On met les gens autour de la table, on discute et on va trouver la solution pour un cessez-le feu. Ça ne vous inquiète pas, les annonces de Trump comme quoi il pourrait laisser l'Europe se débrouiller un peu. Non, mais il a dit, ça sera du reste à la charge de l'Europe, la charge militaire et la charge financière. La couleur est annoncée. Donc évidemment, Emmanuel Macron va discuter de cela avec Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Et évidemment, la question va se poser, puisque si cessez-le-feu il y aura une sorte de ligne de démarcation, on va appeler ça comme ça. Vraisemblablement, elle fera sans doute 1200 km. Et là, il faudra évidemment garantir la sécurité, l'architecture de sécurité pour l'Ukraine. Il est clair qu'il faudra avoir des troupes qui seront basées à cette frontière qui va entre l'Ukraine et puis les territoires, on va les appeler occupés. C'est 18% du territoire ukrainien où se trouveront les Russes. Et donc là, quelle sera l'ampleur de le volume, le nombre des soldats qui composeront cette force dont on sait qu'elle ne sera
pas du tout international au sens où les Américains ont dit qu'ils ne viendraient pas sous l'égide de l'ONU évidemment, ni sous l'égide de l'OTAN. C'est donc aux Européens de s'organiser. Il est clair que le président de la République va certainement parler de ça avec Donald Tusk. Les Polonais sont très demandeurs, précisément, d'y participer. Et il n'est pas impossible, effectivement, que les Anglais, les Français et d'autres y participent. Je pense personnellement que ce sera plutôt une force de nature européenne. Mais enfin, c'est quand même des dizaines de milliers d'hommes dont on parle. Deuxièmement, c'est l'architecture de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait derrière pour protéger, je dirais, l'Ukraine? Ce sont des questions très lourdes et ça va certainement être le point. Puis n'oublions pas un autre petit sujet politique, et je suis certain qu'il sera aussi évoqué. Ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, David Abiker. C'est évidemment la position qu'a prise la présidente de la Commission sur le Mercosur. Donc on sait que la France est fortement opposée, et à titre personnel, j'estime que la France a parfaitement raison. Cet accord, il est caduc, il a été élaboré il y a 25 ans, c'était pas le même monde. Il est donc parfaitement légitime de le revoir plutôt que de d'essayer de le finaliser sans avoir revu son architecture de base, en particulier en tenant compte des accords de Paris. Ursula von der Leyen va trop vite. Et ça, c'est quelque chose... Ursula von der Leyen va trop vite. En tout état de cause, puisque la Pologne est opposée et la France aussi, je suis certain qu'ils vont parler aussi de cette question. Thierry Breton, un dernier mot. Je sais que vous n'aimerez pas cette question, mais enfin, vous avez l'expérience internationale, économique. S'il s'agissait de rendre service au pays en entrant dans un gouvernement d'union nationale ou technique, vous réfléchiriez? Non, mais David Abiker, on est au 4e Premier ministre, donc 4e gouvernement cette année. Donc cette question, elle n'est pas illégitime, puisque vous me la posez. En tout cas, je la prends comme telle, et je vous remercie de me la poser. mais la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est toujours avec qui et pour faire quoi. Donc je pense qu'il faut attendre de voir qui sera nommé ce soir, quel sera le projet, et c'est à ce moment-là que si jamais ces questions vous sont posées, mais voyez-vous, il y a eu 4 gouvernements cette année, elle ne m'a jamais été posée. Je vous la pose, moi, et j'ai entendu que vous ne disiez pas non. Thierry Breton, merci, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. À bientôt sur l'antenne de Radio Classique.